Bonjour, nous sommes le vendredi 22 décembre 2017. Et un des avantages d'avoir comme ça 10 ans de vidéos hebdomadaires, donc de l'ordre de 500 vidéos, c'est que de votre point de vue, si vous me voyez un jour avoir des idées un peu farfelues, ou qui vous paraissent farfelues, euh, vous savez, vous avez pu voir comment ces idées farfelues ont pu émerger parce qu'elles sont venues petit à petit en tirant des conclusions d'événements qui se déroulaient autour de nous et d'autres hypothèses, d'autres idées de travail qui émergent. Et si je dis ça, c'est parce que je veux un peu vous prévenir contre la réaction peut-être du farfelu absolu de la chose dont je voudrais discuter aujourd'hui, c'est-à-dire consacrer l'intelligence artificielle à essayer de résoudre les problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Je viens de regarder la vidéo qui a été tournée à Beaubourg, c'était quand, je sais pas, il y a 15 jours, quelque chose de cet ordre-là, quand il y a eu cette réunion organisée par la revue Digitale, en particulier par Jacques Athanase-Gilbert et Franck Cormeret, les deux personnes qui m'ont interviewé pour produire le livre À quoi bon penser à l'heure du grand collapse. Et il y a là une table ronde et j'y interviens et pour la première fois me vient cette idée de confier notre sort aux machines, non pas pour les décisions que nous prenons au jour le jour, parce que ça, elles le font déjà, même si nous ne sommes pas absolument conscients, mais de leur demander de résoudre des problèmes qui nous paraissent insolubles à nous. Je lisais tout à l'heure un article qui expliquait à quel point nous avons déjà cessé de comprendre ce que fait la machine. L'exemple qui était utilisé, c'est quelqu'un, un chercheur au MIT aux États-Unis, à Boston, Massachusetts, qui regardait ce qu'il faut faire pour convaincre un ordinateur qui fonctionne selon le deep learning, c'est-à-dire un réseau de neurones artificiels, pour le convaincre que ce qu'il voit n'est pas un fusil, mais un hélicoptère. Il suffit de modifier quelques pixels ici et là pour que tout à coup la machine décide que ce n'est pas un fusil qu'elle voit, mais un hélicoptère. Et dans l'image que nous voyons, être humain, c'est encore manifestement un fusil qu'on voit. Qu'est-ce qui a conduit la machine à imaginer qu'elle voyait autre chose? Et par ailleurs, je continue à lire ce livre qui est le manuel actuel sur le deep learning, l'apprentissage supervisé ou non supervisé par la machine selon le principe du réseau neuronal. Et plus je lis ce livre par les grands spécialistes de la question, plus je me rends compte qu'ils sont largués. Ils comprennent pas trop de quoi ils parlent. C'était beaucoup moins le cas, cela dans les générations précédentes d'intelligence artificielle. Oui, et comme partout, même dans l'intelligence artificielle, il y a des gens qui comprennent mieux leur métier que d'autres, mais qu'on puisse à ce point décoller par rapport à ce qui se passe, qu'on puisse, comme ces auteurs de ce livre, manifestement, ne pas avoir l'intuition de ce qui se passe dans la machine. Bon, moi, j'avais une hypothèse, c'est que quand on a l'esprit un peu mathématique, on comprend comment l'ordinateur fonctionne. Apparemment non, puisque ces gens sont des vedettes dans leur domaine et ils sont largués parce qu'ils sont à 4 ou 5. Ils ont dû se relire les uns les autres et ils laissent passer des bourdes énormes. J'ai déjà fait allusion au fait qu'il y a quand même quelques dissidents, quelques hétérodoxes ici et là qui ont l'air de comprendre beaucoup mieux de quoi ça parle. Qu'est-ce qui fait alors qu'on comprend l'intuition de la machine, de l'ordinateur, ou pas, je sais pas. Si c'est pas l'esprit des maths, l'esprit mathématique, c'est peut-être la pratique d'avoir écrit du programme soi-même considérablement. Moi, j'ai gagné ma vie comme ça, essentiellement. En écrivant des lignes de programmation, en faisant des logiciels, en regardant comment ça marchait, en débuguant ça.
et ainsi de suite. Et c'est peut-être comme ça qu'on acquiert véritablement là. On voit, on est bien obligé de comprendre un petit peu ce que la machine fait et qu'on ne comprend pas tout de suite. Si on comprenait tout de suite, il faudrait, moi, c'est un de mes fils qui me faisait la remarque l'autre jour, si on comprenait vraiment tout de suite ce que fait la machine, on ne devrait jamais débugger. Tout ça nous paraîtrait absolument lumineux et on ne chercherait pas parfois pendant des heures où est-ce qu'on a fait, une erreur qui peut être une erreur de, je dirais, conceptuelle plutôt que simplement d'un caractère pas mis au bon endroit. Alors, mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut pas, comment dire, se focaliser. Il faut pas se focaliser sur cette idée de est-ce qu'on comprend encore ou non ce que fait la machine. Il faut lui poser les problèmes qui nous paraissent insolubles et d'une certaine manière, il faudra lui faire la confiance sur le fait que ce qu'elle propose comme étant une solution est véritablement une solution. Bon, il ne faut pas la lancer, je dirais, comme ça dans la nature. Il faut d'abord qu'elle résolve un grand nombre de problèmes classiques que nous comprenons encore, comme jouer aux échecs. Nous ne comprenons pas exactement ce que c'est de gagner au jeu de Go. La preuve, nous avions dit que la machine serait jamais aussi bonne que nous. Et en fait, elle a été rapidement. Nous étions focalisés sur cette idée excusez-moi, d'intuition et que la machine n'aurait pas d'intuition. Même chose pour le poker. On s'est dit, la machine, elle saura jamais exactement ce que nous voulons dire par bluffer. Si la machine a trouvé toute seule, vous pouvez interroger le programmeur et il en parle lui-même. À aucun endroit il n'a écrit à la machine, voilà, bluffer c'est ceci ou ça. Non, c'est venu à la machine, à ce que nous appelons bluffer, comme une solution du problème qui se pose. Alors, ça va être compliqué voilà, il faudra qu'on soit sûr que cette machine pense bien. Une fois qu'on est convaincu qu'elle pense bien, parce que vraiment elle nous laisse sur place, et ça peut être d'une manière où on ne comprend plus exactement pourquoi elle nous laisse sur place. Faudra la tester. Et alors, il ne faut pas se laisser prendre non plus, je dirais, dans comme je vois là, il y a un certain nombre de gens qui parlent d'intelligence artificielle et je ne vais pas être méchant, mais il ferait mieux de s'occuper d'autre chose, qui reprochent à la machine de ne pas être spontanément, avoir l'esprit bobo, de ne pas spontanément être politiquement correct, de pas spontanément être pudibonde ou prude et ainsi de suite. Je comprends le souci de ces gens, mais soyons sérieux. Le fait d'être pudibond, plus ou moins, ça change selon les époques. Nous sommes, comme vous le constatez, dans une époque à nouveau de pudibonderie victorienne extrêmement poussée. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire dans des films. On peut même plus s'adresser la parole dans la rue parce que, il faut pas, c'est dangereux. On ne peut pas espérer que la machine va redécouvrir ça toute seule, d'autant que ce sont des modes, ça vient. Pourquoi nous sommes particulièrement dans la pudibonderie maintenant, dans le politiquement correct, je ne sais pas pourquoi la mode est venue à ce point-là. C'est peut-être parce que, oui, c'est peut-être un phénomène du type novlangue, comme décrit par Orwell dans 1984. On ne peut plus appeler les choses par leur nom. Mais alors, il vient des périodes où les choses, comme on ne peut plus mettre les bonnes étiquettes sur les bons produits, on arrive à des moments où Confucius nous dira il faut remettre l'étiquette au bon endroit, il faut que le prince soit à nouveau un prince, il faut que le fils soit à nouveau un fils, et ainsi de suite. Il faudra revenir, c'est comme les crashs boursiers, il faudra parfois revenir aux fondamentaux. Il faudra revenir un jour à ce qu'on puisse appeler un chat et que ce ne soit pas considéré comme un crime de lèse-majesté et qu'on essaye d'imposer à l'intelligence artificielle d'avoir nos préjugés, nos présupposés, notre pudibonderie. Mais bon, comment est-ce qu'on va savoir comment va-t-on faire pour faire confiance à la machine qui nous dira simplement un truc qu'on comprend plus? J'avais pris l'habitude, vous savez, quand on dit quand est-ce qu'il y aura la singularité, quand est-ce que les machines seront beaucoup plus intelligentes que nous, j'avais pris l'habitude de dire systématiquement depuis quelques années, il y a 2 ans, par exemple, je dirais maintenant, voilà, quand est-ce que la singularité aura lieu, 2015. Et c'est une sorte de provocation, c'est une boutade, mais c'est une provocation pour dire aux gens ne vous focalisez pas là-dessus, c'est déjà, si ça n'a pas déjà eu lieu, c'est en train d'avoir lieu. Et
Ben, vous verrez dans ces conférences à Beaubourg, il y a des gens qui vous disent oui, mais comment est-ce que la machine ne pourra jamais avoir une intuition, comment est-ce qu'elle pourra avoir jamais un sentiment. Je vous l'ai déjà expliqué mille fois, en 1987-88, quand j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai fait une simulation, ce logiciel simulait d'avoir des émotions, il se conduisait comme s'il avait des émotions, c'est pas très très compliqué, c'est quelques dizaines de lignes de programmation. N'imaginons pas que ce soit des obstacles absolus, et pour des notions comme bluff, intuition, etc., laissons tomber, c'est des notions qui nous sont bien pratiques, mais comme nous ne savons pas exactement de quoi nous parlons, comme avec la volonté, l'intention, c'est des choses qu'il faut, analyser et voir comment ça marche vraiment, mais ne nous focalisons pas sur le fait que parce qu'il y a un mot dans la langue, il y a sûrement quelque chose qui est inscrit derrière. Nous avons déjà eu beaucoup d'illusions, et beaucoup d'illusions perdues à cause de cela. Alors, travaillons à ça. Quand je dis il faut se concentrer là-dessus, c'est ce que j'ai dit au début. Vous avez vu cette idée émerger à partir de 2009, 2008, avant même le début de la crise en 2007. Vous me voyez dire, voilà, des choses se passent, il faut tirer absolument les leçons de ce qui est en train de se passer. Je peux dire que 10 ans plus tard, on a absolument nous avons tiré des leçons ici et là, mais elles ne sont absolument pas sur l'écran de radar du politique. C'est pas de ça qu'on s'occupe. Donc là, c'est pas du désespoir, mais il faut être pragmatique. Ça n'aura pas lieu. Si ça n'a pas pu avoir lieu à chaud dans les 10 années qui ont suivi, ça n'aura pas lieu. Alors il faut penser à autre chose. J'ai pensé beaucoup au cours des 2 ou 3 dernières années simplement à se concentrer sur le robot avec l'idée qui nous remplacera une fois pour toutes, et puis voilà, que ce sera terminé, qu'il faut faire le deuil de l'idée de l'être humain comme survivant sur le long terme, mais que la machine, c'est peut-être pas déraisonnable. Et puis petit à petit, justement, et c'est en commençant à lire ce gros manuel sur le deep learning et en voyant à quel point les auteurs sont décrochés par rapport à ce qu'ils décrivent, et que la singularité a eu lieu, et décrivent des choses qu'ils sont incapables de comprendre alors qu'ils sont les grands experts reconnus de ce domaine. Passons à l'étape suivante, demandons à la machine carrément de résoudre nos problèmes. C'est peut-être pour ça, je dirais, dans le long terme, la ruse de la raison, c'est peut-être ça, nous l'avons peut-être inventé pour résoudre les problèmes qui nous apparaîtraient insolubles parce qu'ils commencent véritablement à nous dépasser. Mais puisqu'elle est mieux que nous, puisqu'elle est plus intelligente, eh bien, confions-lui ça. Demandons-lui. À nos enfants, demandons-leur d'avoir de la gratitude envers nous, puisque nous les avons inventés, et de nous aider à sortir de ce pétrin. Et vous le voyez, là, les êtres humains sont pas à la hauteur. On a des exemples quand même. Monsieur Trump est peut-être là pour nous convaincre de ça, comme la civilisation des Aztèques était là pour convaincre, comment s'appelait-il, d'Acosta, de ce que serait un monde sans Dieu. Monsieur Trump est peut-être là pour nous montrer ce que c'est un monde encore dirigé par des êtres humains, alors qu'il y a des machines beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus raisonnables qui sont déjà à notre disposition. Qu'il soit une occasion pour nous de nous mobiliser dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien pour essayer de se débarrasser de ce bonhomme, mais il faut que je vous signale cette initiative faite par le mouvement MoveOn.org aux États-Unis d'une insurrection en fait qui est planifiée. Si Monsieur Trump s'avisait de récuser Monsieur Mueller, le conseiller spécial, qui est en train d'enquêter sur le fait que Monsieur Trump est une marionnette des services secrets russes depuis pas mal d'années. Monsieur Trump, évidemment, a la possibilité de démissionner, comment appelle-t-on ça? Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire, de récuser Monsieur Mueller, et il est prévu dans la quasi-totalité des bourgades américaines. Il y a des points de rassemblement dans les heures qui suivent, c'est bien organisé au niveau du pays. Alors ça, ce sont des situations évidemment qui peuvent déboucher sur des guerres civiles facilement, puisqu'il suffirait à d'autres personnes armées, parce que les partisans de Trump, vous le savez, sont des gens surarmés, pour se rendre dans les endroits où se réuniront
voilà, les défenseurs de la démocratie. Il y a des lieux de rassemblement prévus aussi en Europe, à Londres, à Paris, et le mouvement a l'air de se développer. Vous pourrez ce jour-là aussi, si vous n'êtes pas trop loin d'un des points de rassemblement en Europe, vous rendre à cet endroit-là. Et si vous êtes aux États-Unis, ben voilà, n'hésitez pas, mais soyez prudents, parce en face, on a affaire à des néo-nazis, voilà, appelons-les par leur nom, des identitaires, des néo-nazis. Là, les troupes de Monsieur Trump. Enfin voilà, donc une raison de plus, Monsieur Trump, pour se concentrer sur la machine et comme je le disais, c'est un peu le message aujourd'hui, de pas trop se préoccuper de pourquoi elle comprend mieux que nous. Si c'est vraiment parce qu'il y a eu singularité, si c'est vraiment parce que elles sont plus intelligentes que nous et ça nous dépasse de la même manière qu'un chimpanzé ne comprend pas exactement comment se comporte un être humain à côté de lui parce qu'il opère de manière plus complexe avec des déterminations plus complexes, par exemple des choses qu'il a lues dans un livre, que le chimpanzé lui-même qui ne sait pas ce que c'est un livre. Ne nous focalisons pas trop sur comment la machine arrive à ses résultats si nous avons pu prouver par ailleurs que c'est une machine qui est plus intelligente que nous. Voilà, c'est un peu de la science-fiction, bien entendu, mais comme je vous l'ai dit, la science-fiction, ça n'existe plus. La science-fiction, quand elle sort dans des livres, elle est en retard par rapport à la réalité qui va maintenant beaucoup plus vite. Alors, vivons dans le monde où nous sommes, comprenons les temps qui sont les nôtres, et voilà, et soyons sur la même longueur d'onde que ces machines que nous avons inventées, qui nous ont échappé, et c'est pas parce que nous avons écrit le programme que nous comprendrions exactement de quoi il s'agit. Comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit d'avoir écrit 2 lignes de programmation pour voilà, déjà se demander qu'est-ce que cette machine fait exactement à partir de ce que j'ai écrit, alors même que nous avons le sentiment que nous comprenons exactement et que nous ne trompons pas sur ce que font exactement ces 2 lignes. Mais il y a des interactions, les interactions surtout s'il y a des seuils qui peuvent être dépassés, qui produisent telle ou telle réaction d'un autre ordre, rapidement tout cela nous dépasse, ça devient autre chose, ça devient émergent. Quand j'ai fait moi de l'informatique, j'ai mis enfin c'est pas moi, je l'ai expliqué, c'est un de mes collègues qui a appelé mon système Associative Network with Emergent or Emerging Learning and Logical Abilities. Réseau associatif avec des capacités à l'apprentissage et à la logique émergentes, voilà, et ça c'est évident. Cette machine me surprenait déjà, elle surprenait tous les gens autour de moi. Comment est-ce qu'elle peut savoir ça? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, d'une manière qui nous paraît tout à fait appropriée? Dans ce cas-là, c'était parce que j'avais simulé une dynamique émotionnelle et une dynamique émotionnelle associée à des règles de logique élémentaire qui ne sont même pas des règles de logique, simplement d'association de termes. Ça suffit déjà à produire un comportement qui a l'air intelligent et humain par définition. Enfin voilà, ça c'était la réflexion pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.